Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi 5 janvier. L'avertissement de Nicolas Sarkozy au gouvernement pour le premier Conseil des ministres de l'année. Ne vous laissez pas distraire par les échéances électorales. Des pluies torrentielles en Guadeloupe, une voiture emportée avec 5 personnes à bord. Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer, est partie sur place. La révolte qui gronde en Tunisie après la mort ce matin d'un jeune homme qui s'était immolé par le feu mi-décembre pour protester contre la saisie de son étal de légumes. Ce sera le débat de ce 19h. Et on commence avec ce qui peut apparaître comme un vrai couac, mais qui est sans doute aussi un plan de com'. La candidature à la présidentielle d'Hervé Morin, président du Nouveau Centre, annoncée ce matin par le porte-parole du parti, Jean-Marie Cavada, avant d'être démenti un peu plus tard. À la mi-journée, les vœux de l'ancien ministre de la Défense avaient tout de même déjà tout du discours de campagne. Fabrice Cunet. La petite phrase de Jean-Marie Cavada a au moins eu un mérite, mettre un coup de projecteur sur les vœux du Nouveau Centre. Car pour le reste, Hervé Morin n'est toujours pas officiellement candidat. C'était une gaffe, Jean-Marie Cavada? Oui, vous allez voir. Salut Marc. Bonne année, je Pourtant, ses vœux ont tout d'un début de campagne. Hervé Morin s'affiche sur les murs et son discours est résolument critique, voire offensif. Le mot-clé, indépendance vis-à-vis de l'UMP. Il y a eu un temps pour la discrétion et il y a désormais un temps pour l'expression. Si le président du Nouveau Centre n'est donc pas candidat, il a un calendrier en tête pour la famille centriste. Si vous me posez la question, est-ce qu'il y aura un candidat centriste? Je vous réponds oui. Si vous me demandez qui sera ce candidat centriste, je vous réponds rendez-vous à l'automne. En attendant, à l'extérieur, ses proches mettent la pression sur un autre candidat attendu, Jean-Louis Borloo. Il faudra à un moment donné, et ce moment me semble proche, que Jean-Louis Borloo sorte de l'ambiguïté. S'il veut jouer un rôle au centre, eh bien il faut qu'il sorte de l'UMP. On ne peut pas être à l'UMP et se dire centriste. Borloo, Morin, entre les deux anciens ministres, la course est officiellement lancée. Le président du Nouveau Centre a d'ailleurs annoncé qu'il se déplacerait 2 à 3 fois par semaine en province à la rencontre des électeurs. Mais rien à voir avec une candidature à la prochaine présidentielle. Le rite a été respecté. Comme chaque année à la même date, le gouvernement au complet a pris le petit déjeuner place Beauvau au ministère de l'Intérieur à l'invitation de Brice Hortefeux. Le gouvernement qui a ensuite rejoint à pied le palais de l'Élysée pour le premier Conseil des ministres de 2011. L'occasion de recevoir la feuille de route présidentielle avec un message aux ministres. Ne vous laissez pas détourner de votre tâche en anticipant les échéances électorales encore lointaines ou en participant à des polémiques. Fin de citation, un rappel à l'ordre après quelques chamailleries ces dernières semaines au sein du gouvernement. À noter aussi la nomination ce matin au cours de ce Conseil des ministres de Fadela Amara, l'ex-secrétaire d'État à la ville, comme inspectrice générale des affaires sociales. Une entorse au rituel en revanche pour la CGT. La centrale syndicale a créé la surprise en annonçant ce matin qu'elle n'ira pas aux vœux du président de la République aux forces vives, c'est-à-dire aux partenaires sociaux, des vœux qui ont lieu demain après-midi. Ni Bernard Thibault, ni personne de la CGT ne se rendra à l'Élysée pour ne pas considérer un appel au dialogue social, alors que pour la CGT, il ne s'agit que d'un simulacre après le conflit des retraites. On écoute Éric Aubin, le négociateur des CGT justement sur les retraites au micro d'Aurélien Romano. La CGT a ressenti comme du mépris vis-à-vis des salariés, vis-à-vis des organisations syndicales, le comportement et le positionnement de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement. Et donc aller s'entendre dire demain au vœu de Nicolas Sarkozy qu'il faut renforcer les syndicats, que la présence des organisations syndicales est indispensable, qu'il nous faut des syndicats forts en France, alors qu'il a eu ce comportement pendant la mobilisation sur la réforme des retraites, est tout simplement inacceptable pour la CGT. Matignon répond à Éric Woerth qui a estimé que c'est au niveau du Premier ministre qu'a été tranchée la vente de l'hippodrome de Compiègne, une affaire
qui pourrait valoir à Éric Woerth prochainement d'être mis en cause par la Cour de justice de la République. Alors l'entourage de François Fillon renvoie la balle en précisant que la décision a été prise au niveau des conseillers ministériels pour l'agriculture et pour le budget, mais sans que Matignon justement ait eu à rendre un arbitrage sur le sujet. Et puis à noter qu'une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui sur un trop perçu d'indemnité de Gérard Larcher, le président du Sénat, dans ses fonctions de maire de la ville de Rambouillet dans les Yvelines. Et cela fait suite à une plainte d'un élu de l'opposition municipale. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Guadeloupe ont fait 5 morts qui ont péri dans la banlieue de Pointe-à-Pitre. Ils étaient à bord d'une camionnette emportée par les eaux. Les pluies devraient maintenant perdre en intensité sans cesser complètement d'après Météo France. La ministre de l'Outre-mer, Marylus Pinchard, se rend sur place. On l'écoute juste avant son départ. Le président de la République a évoqué la situation de la Guadeloupe ce matin au Conseil des ministres. Effectivement, nous sommes préoccupés, vous le savez, nous avons enregistré à la date aujourd'hui 3 décès. Malheureusement, bien évidemment, le gouvernement s'associe à la douleur des familles. La Guadeloupe est aujourd'hui endeuillée et je vous annonce que je pars exactement dans 2 heures pour rejoindre mes compatriotes guadeloupéens parce que ma place en tant que ministre de l'Outre-mer est bien évidemment aux côtés des Guadeloupéens. La liberté des médias est un principe sacré et une valeur fondamentale. Déclaration du président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. C'est l'embarras en Europe alors que Budapest prend demain pour 6 mois la présidence de l'Union européenne, mais vient de promulguer une nouvelle loi qui limite la liberté de la presse. Face à la pression, la Hongrie n'a pas exclu aujourd'hui de modifier certains éléments de cette loi. À l'origine de ce texte de loi, le parti très conservateur au pouvoir est le Premier ministre Viktor Orban. Flora Sauvage. Jusqu'à 730 000 € d'amende pour les médias qui diffusent des informations partiales. La nouvelle loi promulguée en Hongrie prévoit aussi de contraindre les journalistes à révéler leurs sources sur les questions qui relèvent de la sécurité nationale. La Hongrie est sous le feu des critiques alors que son Premier ministre Viktor Orban vient de prendre la présidence tournante de l'UE pour 6 mois. C'est une altération profonde de la liberté de la presse et il est évidemment incontestable que la France, à l'instar des autres pays de l'Union, souhaite une modification de ce texte. Populiste et nationaliste, Viktor Orban embarrasse l'UE. La Commission européenne a averti qu'elle n'hésitera pas à sanctionner la Hongrie si sa loi controversée sur les médias est contraire au droit européen. Mais le Premier ministre hongrois fait fi de l'opinion internationale. Viktor Orban s'est présenté aux élections en affirmant que personne ne pouvait dicter la conduite économique du gouvernement hongrois, qu'il allait refuser tout simplement l'aide du Fonds monétaire international, ce qu'il a fait lorsqu'il a été élu. Et donc c'est quelqu'un qui était très en phase avec une population hongroise qui s'estime lésée, qui s'estime humiliée, qui est sans doute fatiguée de la rigueur qui lui est imposée depuis 2002. La loi sur les médias sera donc au cœur des discussions de la première réunion entre le gouvernement hongrois et la Commission européenne le 7 janvier à Budapest. Alors on en parle tout de suite avec notre premier invité qui est Jean-François Julliard, le secrétaire général de Reporters sans frontières. Bonsoir. Bonsoir. Jean-François Julliard, est-ce que ce texte, les Hongrois ont présenté d'abord ça comme une transcription d'une directive européenne. Est-ce que vous l'avez regardé de près? Est-ce qu'il comprend véritablement des dispositions qui menacent la liberté de la presse? Ah oui, totalement, parce que ce texte est complètement flou. C'est-à-dire que ce texte prévoit des amendes, notamment qui sont exorbitantes déjà sur le montant, en cas d'atteinte à l'ordre public, en cas de déséquilibre, de traitement déséquilibré dans l'information. Et ce sont des notions complètement floues. Donc si ce texte est appliqué, tout dépend de son application en fait, mais s'il est appliqué de manière directe et liberticide, c'en est fini du pluralisme de l'information en Hongrie, sans exagérer. C'est-à-dire que ce texte permet de condamner à des amendes extrêmement lourdes les journaux qui se montreraient trop critiques envers M. Orban. C'est comme si en France on avait une loi qui permettrait de condamner à des amendes les journaux qui critiquent de manière exagérée Nicolas Sarkozy. Imaginez Marianne, Libération, condamnée à 300 000, 400 000 € d'amende, parce que c'est ces montants-là dont on parle, à 400 000 € d'amende parce qu'ils critiquent de manière trop fréquente, trop exagérée Nicolas Sarkozy. Ça va à l'encontre de toutes les dispositions européennes. Est-ce que vous avez recueilli
recueilli déjà les réactions de vos confrères, nos confrères hongrois sur le sujet? Est-ce qu'ils ont senti des pressions ces derniers temps, avant même la promulgation de cette loi? Non, ils étaient inquiets. Ça fait 6 mois qu'on parle de ce projet de loi, donc ils étaient inquiets. Ils ont essayé de se mobiliser, ils ont essayé d'interpeller, mais tant que c'était un projet de loi, finalement, c'est passé un peu inaperçu. C'est depuis qu'il a été voté que tout le monde en parle. Et ils sont inquiets. Il y a deux ou trois journaux, je crois, ces derniers jours, qui ont publié en une la phrase « La liberté de la presse touche à sa fin en Hongrie », traduit dans les 27 langues de l'Union européenne, pour essayer de mobiliser, d'interpeller en disant ce n'est pas possible que ce pays, qui vient en plus d'accéder à la présidence de l'Union européenne, voilà, c'est ça le paradoxe, montre un si mauvais exemple avec une telle loi liberticide. Alors cela dit, en Europe, il y a parfois des problèmes avec la liberté de la presse. Je pense à l'Italie de Berlusconi, par exemple. Oui, bien sûr. Au-delà du cas de la Hongrie, c'est vrai qu'on est inquiet. Nous, on est inquiet. On sait que la liberté de la presse n'est jamais totalement acquise. On le sait, que c'est un combat permanent. Mais en revanche, ce qui nous inquiète depuis quelques années, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un vrai recul des libertés fondamentales, des libertés publiques, et notamment de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, dans plusieurs pays membres de l'Union européenne. Ça a été le cas il y a 2-3 ans en Slovaquie, ça a été le cas l'an dernier et depuis quelques années aussi en Italie, c'est le cas aujourd'hui en Hongrie, on pourrait parler aussi de la situation en France. Il y a une vraie attention nouvelle. La situation en France ? Oui, parce qu'il y a aussi des problèmes. Il y a un manque de protection du secret des sources, par exemple en France. Il y a un climat très difficile. On a vu cette année beaucoup de pression, des suspicions d'écoute téléphonique, d'enquêtes concernant des journalistes. Il faut enquêter là-dessus. Il faut faire la part entre le vrai et le faux. Mais on a le sentiment aujourd'hui qu'au sein de l'Union européenne, il devient de plus en plus difficile d'exercer son métier de journaliste, notamment quand on enquête sur des sujets sensibles. Alors on a vu aujourd'hui les propos tout de même assez fermes du président de la Commission, José Manuel Barroso. Est-ce que vous pensez que la pression des institutions européennes va suffire à ce que la Hongrie corrige, révise ce texte ? Non, et on supprime les dispositions dangereuses? Malheureusement, je ne crois pas, parce que le texte a été voté et je ne vois pas Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, faire machine arrière aujourd'hui. Mais c'est extrêmement inquiétant parce que c'est un mauvais signe adressé à tout le monde. Comment vous voulez que l'Union européenne soit convaincante après dans sa défense des libertés aussi dans le monde en envoyant un tel mauvais signal? Je sais que vous allez parler plus tard dans ce journal de la Tunisie. On va en dire un mot. Voilà, comment voulez-vous que l'Union européenne soit convaincante quand elle essaie de défendre les libertés démocratiques en Tunisie, quand elle envoie elle-même en même temps un tel mauvais signal en disant voyez, la présidence de l'Union européenne peut voter une loi liberticide. Donc il faut vraiment rectifier le tir. Je ne sais pas comment, mais il faut que les États membres de l'Union européenne se montrent extrêmement fermes vis-à-vis de la Hongrie aujourd'hui. Mais est-ce qu'aussi, finalement, dans ces pays de l'ex-bloc communiste, on n'est pas dans des situations où la tradition démocratique est plus récente, ce qui explique parfois que on soit moins rapide à se mettre au niveau d'exigence, je dirais, démocratique et de liberté globale qu'on peut avoir chez nous, par exemple? Oui. Peut-être, mais c'est vrai qu'on pensait le contraire, justement à cause de l'exemple hongrois. La Hongrie était souvent citée en exemple, en modèle de sortie de la période communiste, à la différence de la Roumanie qui a mis beaucoup plus de temps à... En plus, c'est un pays qui, sous la période communiste, était un petit peu plus libre, ou bien moins sûr, bien sûr, que les autres. Je ne crois pas. Regardez, les États baltes ont adopté une attitude tout à fait démocratique très rapidement, la République tchèque également. Donc je ne crois pas que ce soit une question de temps, je crois que c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui, M. Orban n'a pas envie de respecter le débat démocratique. Et comme il est au pouvoir, il fait voter et qu'il a la majorité, il fait voter cette loi. Alors, notre actualité, on va parler de la Tunisie dans un instant. Ce qui concerne les journalistes de France 3, otages en Afghanistan, quel est aujourd'hui l'état des informations dont vous disposez à Reporters sans frontières? On a malheureusement peu d'informations sur ce qui se passe concrètement sur le terrain. On sait qu'ils sont en vie, en tout cas qu'ils étaient en vie au moment où il y a eu une vidéo envoyée, donc qui a été tournée mi-novembre à peu près, donc ça fait déjà plus d'1 mois et demi. On sait qu'ils sont en bonne santé, on n'en sait pas beaucoup plus. Les dernières informations qui nous sont parvenues sont celles des talibans qui ont communiqué le 1er janvier, accusant le gouvernement français de ne pas avoir répondu assez rapidement à leurs revendications. Mais très concrètement, on a aujourd'hui beaucoup de difficultés à savoir où on en est dans cette affaire-là. Moi, je suis bien incapable de vous dire s'ils vont être libérés dans quelques jours, dans quelques semaines ou dans quelques mois. On ne sait pas du tout où en sont les négociations. Hervé Guéquière et Stéphane Daponnier, est-ce que d'autres initiatives peuvent être prises? Est-ce que vous en envisagez? Puisque la mobilisation de l'opinion est tout de même importante, on l'avait vu dans le cas de Florence Aubenas, par exemple. Oui, il faut continuer de se mobiliser. Là tout de suite, l'urgence, c'est de rappeler sans cesse qu'ils sont des journalistes, qu'ils ne sont pas des espions comme
comme les ont accusés les talibans dans leur communiqué du 1er janvier. Il faut rappeler sans cesse qu'ils étaient là-bas pour faire leur travail de journaliste, pour rapporter de l'information et rien d'autre. Parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que les talibans, les ravisseurs, veulent instrumentaliser cette affaire-là pour faire pression encore plus fort sur les négociateurs et sur l'État français. Donc il faut les soutenir, il ne faut pas les oublier, c'est difficile parce que les mois passant, la mobilisation est toujours plus difficile, mais il faut penser à eux, il faut demander leur libération le plus souvent possible. Juste un mot, on va débattre sur la Tunisie. Ce qui s'y passe touche aussi bien évidemment, et depuis très longtemps, à la liberté de la presse. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Oui, et aujourd'hui, je dirais la liberté en ligne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les informations circulent beaucoup en ligne sur Internet, en Tunisie, plus que dans la presse traditionnelle, qui est muselée depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est que les autorités tunisiennes l'ont bien compris et verrouillent, contrôlent, censurent de plus en plus Internet. Hier, c'était les sites Internet et les blogs. Aujourd'hui, c'est Facebook, les réseaux sociaux, les SMS, les comptes mail qui sont filtrés, verrouillés. Donc, il devient extrêmement difficile de savoir ce qui se passe de manière précise en Tunisie et pour les Tunisiens de faire sortir l'information du pays. Merci à vous Jean-François Julliard, secrétaire général de Reporters sans frontières. Alors précisément le décès d'un jeune homme qui s'était immolé par le feu il y a un peu plus de 2 semaines ravive les tensions aujourd'hui en Tunisie. Son acte avait déjà déclenché des semaines de protestation. Il s'était immolé le mois dernier pour protester contre le chômage et le coût de la vie et il est mort aujourd'hui des suites de ses blessures. La colère se poursuit dans la rue et la censure du gouvernement, vous en parliez il y a un instant, s'amplifie, surtout justement sur le net. Sandra Cerquera. Ces images ne sont pas sans rappeler les manifestations de 2009 en Iran. La colère cette fois gagne les rues tunisiennes. Près de 3 semaines que le peuple proteste. Et c'est sur la toile que la révolte s'organise. La censure qui existait déjà en Tunisie a depuis été renforcée. On a censuré en plus des blogs, en plus des nouvelles étrangères, des plateformes énormes comme Facebook, ou du moins certains comptes. La bataille de la censure s'est transformée en cyberguerre. D'un côté, les censeurs du ministère de l'Intérieur, surnommés Hamar, qui s'attaquent aux mails, blogs et profils de réseaux sociaux pour les détruire. De l'autre, un groupe de hackers, appelé Anonymous, qui pirate les sites officiels comme celui du Premier ministre de Ben Ali ou celui de la Bourse. Le procédé d'Anonymous, c'est de demander à des milliers, parfois des dizaines de milliers d'internautes de se connecter tous en même temps sur les mêmes sites. Ce qui fait qu'évidemment, les serveurs ne peuvent pas résister et plient, comme on dit vulgairement. Classée parmi les ennemis d'Internet par Reporters sans frontières, la Tunisie filtre en contrôlant tous les fournisseurs d'accès. Et les autorités s'intéressent chaque fois plus aux proxys, une pratique que de nombreux Tunisiens maîtrisent pour contourner la censure. Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Khadija Cherif, qui est secrétaire générale de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tunisienne ? Je suis tunisienne, Voilà. Je vis en Tunisie. Et un journaliste tunisien, Noureddine Chafaï. Bonsoir. Bonsoir. Vous travaillez pour quels organes de presse ? Pour le renouveau, la presse. Voilà, qui est une presse proche du président actuel, Ben Ali. Hein. Je précise d'ailleurs que votre nom nous a été suggéré, il faut le dire en toute transparence, par les contacts que nous avons eus, notamment du côté de l'ambassade de Tunisie à Paris, où nous espérions aussi recevoir un diplomate, et ils n'ont pas souhaité qu'un diplomate participe à ce débat. Alors, d'abord, sur ce qui est en train de se passer, cette bataille autour d'Internet, parce que c'était un espace, le dernier espace de liberté qui est l'objet finalement d'un terrain de guerre entre le pouvoir et la contestation ? Absolument. Comme votre sujet vient de le démontrer, d'abord le problème de la liberté de presse et des médias est sinistré dans notre pays et les jeunes ont trouvé cette nouvelle technologie qui leur a permis de communiquer, de faire savoir ce qui se passait. Et ces derniers temps, on a eu à un certain moment même les réseaux sociaux qui ont été censurés puis relâchés. Et ces derniers temps, tous les blogs, les sites sont bloqués, les internautes n'arrivent pas à faire circuler. Mais quand même, les images nous parviennent parce que les jeunes savent contourner par les proxys, comme on appelle chez nous, pour faire passer l'information. Voilà, et faire passer l'information, c'est faire passer une révolte qui gronde, une détresse sociale et politique, parce que les choses naissent à la fois du chômage, on l'a vu avec le cas de ce jeune homme qui s'était immolé par le feu et qui était un diplômé
arrêté parce qu'il vendait des légumes illégalement sur un marché. Et donc il a voulu par son geste alerter finalement. Et ça, c'est aussi la suite d'un régime politique qui est complètement verrouillé aujourd'hui, Monsieur Chaffey. Bien entendu, moi j'ai une sincère pensée pour la famille de ce jeune mort dans un geste désespéré. Ce genre de choses ne sont pas l'adage de la Tunisie, vous le convenez bien. Mais quand j'entends votre invité dire que le climat est sinistré, surtout dans la communication, c'est un peu quand même excessif quand même. Pourquoi? Parce que quand vous allez à Tunis, les kiosques à journaux sont pleins. Nous avons plus de 80 titres qui paraissent soit hebdomadaires, soit quotidiens ou mensuels. Il n'y a plus de dépôt légal. Il y a une certaine liberté qui souffle quand même sur la communication. Maintenant, vous parlez de la censure électronique. Moi, je n'ai pas vu de censure électronique puisque moi-même, je suis, comme on dit, sur ce lien social qui est Facebook. Mais vous n'avez pas le même message que les jeunes qui protestent. Et je communique tous les jours et je lis des messages qui sont hélas, contre le pouvoir. Et je dis hélas parce que souvent, comme on dit, chargé d'intox et de désinformation. Et c'est dommage quand même pour une Tunisie émergente. Ce qui est regrettable, c'est justement ce discours-là. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation, un tournant, et la situation est sérieuse. Et la révolte des jeunes, elle est aussi d'abord au niveau du développement et du problème du chômage, mais elle est aussi au niveau politique sur la liberté d'expression. Et je reste convaincue que tel que ça a été traité, l'information telle qu'elle a été traitée sur cet événement malheureux qui a fait que toute la région s'embrase et le pays, c'est aussi l'information. C'est d'avoir nié qu'il y a une révolte, qu'il y a problème de chômeurs, qu'il y a un problème avec les jeunes, et d'avoir désinformé, c'est la désinformation totale, et ça attise encore la colère, et je trouve que c'est malheureux, et on ne rend service à personne, et en premier au pays quand on parle tel que votre invité le dit, et sincèrement, les jeunes en souffrent. Ils le disent. Ils le disent. Vous ne croyez pas cette multiplicité des titres qu'on trouverait dans je regrette. Vous n'avez qu'à, au niveau de l'information, vous n'avez qu'à voir le nombre de sites qui ne sont pas accessibles. Vous n'avez qu'à voir le nombre de journaux qui ne rentrent pas en Tunisie. Si je prends le Monde ou Libération, mais moi je pense qu'il faut parler de la crise aujourd'hui. Sur votre point de vue. Non, vous dressez un tableau bien noir de la Tunisie. Or, la Tunisie, vous savez très bien qu'elle est très bien classée par les instances internationales libres. Ce n'est pas des classements officiels. Donc, vous le savez très bien, Davos et compagnie, c'est des institutions qui sont sérieuses. Donc, vous allez me dire aujourd'hui, oui, les jeunes, oui, c'est vrai. En Tunisie, on ne cache pas, on n'occulte pas ce problème. En termes de libre expression démocratique, on ne peut pas dire que la Tunisie soit bien classée dans le... Vous savez... de classement. Non, mais attendez, qui classe la Tunisie Monsieur Julliard, qui précédemment était sur ce siège-là... On en a parlé justement avec lui. Parlait de la Hongrie. Un État membre de l'Europe et président de l'Europe. Critiqué justement en Europe même et par la France. Mais c'est pas une raison. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit que c'est une raison. Non, parce que pourquoi? Parce que c'est RSF qui souvent parle de ces choses-là de la Tunisie. Or, en Tunisie, madame, vous le savez très bien que beaucoup d'efforts ont été faits. Ça, vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas l'occulter. Quand même, depuis l'arrivée de Ben Ali au pouvoir, il y a eu des changements notables dans tous les domaines. Et je peux ajouter une chose. Dans le domaine de la liberté, quel changement y a-t-il eu ? Vous savez, la liberté de la presse, monsieur, elle va de pair avec l'économie, avec le social, avec la culture, avec l'éducation. La Tunisie est en chantier. Et nous avançons à pas sûrs. C'est vrai, certains trouvent que c'est un peu lent, mais... il y a une petite, je voudrais quand même ajouter quelque chose. Quand vous dites que toute la Tunisie s'embrase, voilà la désinformation. Voilà contre quoi il faut lutter. Vous n'avez qu'à voir la carte de la Tunisie et voir... Qui la décide cette carte? Qui la décide cette carte? Moi, je vais en Tunisie. Le progrès, alors, revendiqué par monsieur depuis l'arrivée du président Ben Ali au pouvoir? En tous les cas, aujourd'hui, s'il y a eu des efforts au départ, comme on dit, il y a eu des lois.
Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est contre-productif parce qu'on fait les lois, on ne les applique pas. On a beaucoup d'effets d'annonce. Le modèle de développement montre ses limites ces derniers temps. Et si la crise est là aujourd'hui, c'est bien parce que ce miracle dont on a parlé se fissure et plus que se fissure. Et on doit aujourd'hui, dans cette situation sérieuse et grave, dire les choses, parler aux gens, ne pas cacher la réalité. Or, on continue avec ces événements, c'est ça que je déplore, avec ces événements sérieux, graves, où l'avenir du pays se joue, où le